12 septembre 1952. Au point culminant de la colline du Golden Queen se trouvait l'une des plus grosses et des plus belles demeures du quartier. L'architecture de cette maison rappelait fortement celle des grandes villas de la Rome antique. Le soleil venait de se coucher. La nuit était reposante dans le Golden Queen. Le chant des oiseaux s'atténuait peu à peu. Seul demeurait un lointain écho porté par l'air marin. Comme un murmure dans la nuit, ce faible bruit ambiant, provenant de l'agitation de Woodstock, venait s'échouer au sommet de la colline. À l'intérieur de la villa, Mr. Big Seal, le propriétaire des lieux, était en tenue de soirée. Un costume 3 pièces sur mesure, bleu marine, chemise blanche, col châle droit et petit nœud papillon rouge. C'était un homme d'environ 40 ans, assez grassouillé et au crâne dégarni. Sonia, sa servante, vint lui ajuster son nœud papillon tordu. « Oh, je suis si excité, Sonia. C'est une occasion inouïe pour moi de faire des affaires avec l'URSS. Vous vous rendez compte, Sonia? L'URSS, c'est si amusant. Je n'en connais pas beaucoup dans ce pays qui peuvent en dire autant. » La jeune femme resta stoïque et lui répondit tout en continuant de lui ajuster son nœud papillon. « Si vous le dites. » Mr. Big Seal agita ses mains et repoussa sa servante afin qu'elle s'active à exécuter ses ordres. « Oui, bien évidemment. Vous ne comprenez jamais rien, vous, Sonia. Et cessez donc de tripoter ce col. Allez donc vérifier que tout est bien en ordre pour ce soir. Et pensez à nourrir mon hamster en angora. » Dans le West Quay, nos 4 jeunes amis s'apprêtaient à partir. Je suis vraiment pas chaud, moi, les gars. J'ai un mauvais pressentiment. On s'en fout, allez, démarre la voiture. C'est trop tard pour changer d'avis maintenant. 9h du soir. L'ambassadeur soviétique, accompagné de ses nombreux gardes du corps, fit son entrée dans la villa. Ils furent accueillis par Sonia, qui les mena jusqu'au séjour où Big Seal les attendait. C'était une vaste pièce blanche bien éclairée. Le sol était en marbre, tout comme les imposantes colonnes romaines alignées de part et d'autre de la pièce, dans le sens de la longueur. Au fond à gauche se trouvait un escalier qui menait à une mezzanine. La mezzanine était un large balcon rectangulaire surplombant le séjour et qui distribuait sur les autres pièces à l'étage de la maison. Big Seal attendait ses invités debout devant un canapé. Un autre canapé avait été déplacé plus loin, contre un mur, afin d'agrandir la pièce. Au centre, sur le tapis, une table avec une longue nappe blanche avait été dressée avec soin par la soubrette. On y trouvait un buffet froid et plusieurs bouteilles de champagne. Big Seal et l'ambassadeur se serrèrent vigoureusement la main. « Monsieur l'ambassadeur, quel plaisir de vous recevoir. » Plaisir partagé, Big Seal. Espérons que notre accord va se conclure ce soir. Oh oui, bien sûr. Mais avant cela, j'ai préparé une petite surprise pour vous et vos hommes. Sonia, faites entrer les dames. Des femmes en sous-vêtements arrivèrent depuis les pièces à l'étage et descendirent jusqu'au salon. Jenny se trouvait parmi elles. Un peu plus tard, à l'extérieur, la voiture de Tols s'arrêta non loin de la villa. Tols observa les alentours. 3 grosses voitures aux vitres teintées étaient garées devant la maison. Bien que tous les rideaux étaient tirés, on pouvait apercevoir, depuis la rue, qu'il y avait de la lumière derrière chaque vitre de la demeure. On devinait donc qu'il y avait probablement du monde à l'intérieur. De fines bandes de lumière traversaient les maigres ouvertures entre les rideaux et venaient éclairer le gazon bien tondu de la résidence. En revanche, pas un bruit ne s'en échappait, et le silence restait de marbre. Allez les gars, enfilez vos cagoules et on y va. Antoine jeta 3 cagoules à ses amis et enfila la sienne. Sa respiration était forte et rapide.
Il semblait plus nerveux que d'habitude, même si, ses amis le savaient bien, Antoine était toujours nerveux. Dolce prit un instant de réflexion, puis questionna. Pourquoi j'ai une cagoule, moi? Je croyais que je restais dans la voiture, comme d'hab. Non, pas cette fois. On a besoin de bras pour porter. Putain, je savais que j'aurais pas dû venir. Rouspéta-t-il en enfilant maladroitement sa cagoule. Tous de noir vêtus, les 4 amis firent le tour de la maison et pénétrèrent dans le jardin de la villa. Ils se dirigèrent ensuite vers la petite porte arrière. Et maintenant? On attend que Jenny vienne nous ouvrir. 10h moins 5, dans 5 minutes. Tib était, comme à son habitude, d'une assurance remarquable. L'agitation gagnait peu à peu l'intérieur de la villa. Les gardes du corps semblaient apprécier la présence des femmes. Sonia servit une coupe à l'un d'entre eux. Ce dernier lui mit une claque sur les fesses. Elle riposta aussitôt d'une main dans sa figure. De son côté, sur le canapé du fond, Jenny, assise sur l'un des gardes du corps russe, un nichon presque à l'air, enlaçait l'homme et lui faisait de grands sourires. Son regard se détourna furtivement vers sa montre. Elle aperçut 10 heures. Veuillez m'excuser. Elle lui fit une caresse et quitta ses genoux. Elle replaça ensuite sa poitrine et se dirigea vers la sortie. Comme prévu, personne ne la remarqua, jusqu'à ce qu'un autre garde du corps lui barre la route. Où tu vas comme ça, ma jolie? Je crois bien que j'ai oublié quelque chose dans la pièce d'à côté. Allez, sois gentil. Reste avec moi. Dit-il en s'approchant trop près de Jenny. Non, soyez gentil. Laissez-moi passer. À l'extérieur, les 4 amis avaient jugé bon de se cacher derrière un buisson en attendant que la porte s'ouvre. 10h10. Je crois que c'est mort, là, les gars. Bon allez, tu t'es fait poser un lapin, Antoine. C'est pas grave, on se casse. C'est alors que la petite porte s'ouvrit enfin. Antoine reconnut la silhouette de son ami. Ok, on y va les gars. Les 4 hommes coururent vers Jenny, qui retenait la porte ouverte avec sa main. Désolé pour le retard, les gars. J'ai été retenu par un gros lourd. Dans la villa, tous deux assis sur le canapé central, l'ambassadeur soviétique et Bixil concluaient leurs affaires. En tout cas, Bixil, vous au moins, on peut dire que vous savez recevoir vos invités. Mais si nous passions à la transaction, maintenant, avez-vous ce que nous vous avions demandé? Affirma-t-il en levant sa coupe de champagne. Tout est là-dedans. Dit-il en tendant une valise noire. L'ambassadeur fit un signe de la tête à ses hommes. 3 gardes du corps apportèrent chacun une valise noire. Votre argent se trouve là-dedans. Mais à cet instant précis, nos 4 amis firent irruption dans la pièce, pistolet en main. Tout le monde les mains en l'air et plus vite que ça. Je sais que vous êtes armés, alors vous allez tous gentiment faire glisser vos flingues vers moi et jouez pas au con ou je vous descendrai sans sommation. Les gardes du corps levèrent tous lentement les mains, mais aucun d'entre eux ne se débarrassa de son arme. Ils se contentèrent de regarder les 4 braqueurs cagoulés avec des regards d'assassins. Tib tira alors un coup de feu vers le haut. L'ambassadeur soviétique sursauta et rebondit sur son coussin du canapé. Faites ce qu'il vous dit! Sans poser de questions, les gardes du corps firent donc glisser leurs armes vers Tib. Antoine et Pirot se dirigèrent vers le canapé où étaient assis Bixil et l'ambassadeur. Ils rangèrent leurs armes et prirent les 4 valises, chacun une valise dans chaque main. Le regard d'Antoine croisa celui de Bixil, le fixant. Il lui dit d'un ton méprisant. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Les 2 braqueurs tournèrent les talons et se redirigèrent vers Tib et Tols qui tenaient toujours les Russes en joue. Antoine ne se sentait pas très bien. Le stress de la situation lui donnait des vertiges. La chaleur sous cette cagoule de laine était insoutenable. Alors qu'il regagnait ses amis, passant imprudemment trop près d'un des gardes du corps main en l'air, l'un d'entre eux se sentit l'occasion d'intervenir. D'un mouvement rapide, il vint frapper Antoine au visage, le faisant tomber à terre. La seconde suivante, toujours aussi vif, le garde du corps se baissa sur Antoine afin de lui retirer son arme qu'il avait à la ceinture. Mais avant qu'il n'eût le temps de faire, Tib,
qui surveillait l'assemblée de son arme pointée, tira un coup de feu sans se poser de questions et abattit l'homme qui tomba sur Antoine. Un autre garde du corps, qui avait une deuxième arme dans son pantalon, en profita alors pour dégainer et s'apprêta à tirer sur Tib. Mais cette fois-ci, c'est Pyro qui abattit l'homme de justesse. Les 4 compagnons se mirent aussitôt à courir vers la pièce voisine. Mais d'autres gardes du corps, ceux qui étaient éparpillés dans les autres pièces à l'étage avec les femmes, arrivèrent et se mirent à tirer depuis le balcon. Antoine, qui n'avait pas pu quitter le séjour à temps, se cachait à présent accroupi derrière une colonne de marbre afin d'éviter les balles. Ses 3 compagnons le regardèrent depuis le vestibule où il s'était réfugié. Des éclats de marbre se détachèrent violemment des colonnes sous l'impact des balles et volèrent dans tous les sens, faisant apparaître ainsi un opaque nuage blanc. Il faut le couvrir, vite! Des échanges de tirs commencèrent alors. L'angle de tir, la différence de luminosité, ainsi que le montant de porte entre les 2 pièces donnaient un avantage à nos amis. Ils parvenaient à tirer correctement sans se mettre trop à découvert. Le raffut provoqué par tous ces coups de feu était insupportable. Pris de panique, Bixil avait trouvé refuge sous la table, à 4 pattes, les mains sur la tête, dissimulées derrière la nappe blanche. Mon Dieu, c'est affreux! À l'aide, Sonia! Faites quelque chose! Toujours assis sur son canapé, l'ambassadeur soviétique rageait. Abattez-les, abattez-les! Il se prit une balle perdue et se tut aussitôt. Finalement, profitant d'un moment de répit que les Russes lui offrirent afin de ne pas être eux-mêmes touchés, Antoine réussit à filer et à rejoindre ses amis qui le couvraient toujours. Tous les 4 quittèrent la villa par la petite porte arrière qui leur avait permis d'entrer. Ils prenaient à présent la fuite, paniqués, chacun avec une arme et une valise à la main, courant plus vite qu'ils n'avaient jamais couru. Putain, là ça craint. Courez vite les gars. À l'intérieur de la villa, Bixil constata la mort de l'ambassadeur soviétique, qui reposait à présent, assis bien sagement, au fond de son canapé. Bon, là, c'est la merde.